L'Europe pourrait être au bord de la guerre dans seulement 5 ans, et ce n'est pas de l'alarmisme. C'est l'avertissement sévère lancé par les services de renseignement danois début février, faisant écho à des déclarations tout aussi alarmantes de plusieurs agences ces derniers mois. Quand toutes les communautés du renseignement en Europe tirent la même sonnette d'alarme, il est temps de les écouter. Les chars russes franchissant la frontière de l'Ukraine il y a 3 ans ont complètement changé la façon dont les sociétés européennes perçoivent la géopolitique. Ce qui semblait absurde, une guerre à grande échelle en Europe, est devenu bien trop réel. Depuis lors, des prédictions selon lesquelles, après l'Ukraine, viendraient les États baltes ou la Pologne, et à plus long terme, l'ensemble de l'Europe, sont régulièrement apparues dans les déclarations d'experts, de journalistes et de politiciens. Il y a 1 an, le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a déclaré dans un discours « Nous passons d'un monde d'après-guerre à un monde d'avant-guerre », et il a présenté une perspective sur 5 ans. Quelques mois plus tard, l'officier militaire allemand Michael Gies a déclaré dans une interview que l'Allemagne devait être prête à une guerre à grande échelle en Europe d'ici 5 ans. Des propos similaires ont également été tenus en Pologne au plus haut niveau des autorités politiques et militaires. En avril 2024, le Premier ministre Tusk a parlé de vivre en temps de pré-guerre. Et en octobre de la même année, le chef d'état-major général, le général Wiesław Kukła, lors de l'inauguration de l'année académique de l'Académie des forces terrestres, a déclaré, je cite, « Nous sommes la génération qui devra se tenir, les armes à la main, pour défendre notre État, avec la fin anticipée ou le gel de la guerre en Ukraine. » Ces inquiétudes s'intensifient, et le choc provoqué en Europe par la politique de la nouvelle administration américaine, perçue comme un abandon, voire une trahison des alliés européens, revient au premier plan. Des questions se posent. La Russie va-t-elle profiter de la pause dans les combats actifs pour restaurer la capacité de combat de son armée et attaquer de nouveau? Sera-t-elle capable de menacer les membres européens de l'OTAN dans un avenir proche? Le président Trump va-t-il abandonner l'Europe? Et si c'est le cas, combien de temps avons-nous pour nous préparer à une guerre ouverte? Bienvenue au 20e rapport. Début février 2025, les services de renseignement danois ont publié un rapport indiquant que la fin ou le gel de la guerre en Ukraine signifiera que la Russie pourra libérer une partie importante de ses ressources militaires et ainsi accroître sa capacité à représenter une menace directe pour l'OTAN. Le rapport présente également des délais précis dans lesquels la Russie atteindrait une telle capacité. Ainsi, on estime qu'après la fin des opérations en Ukraine, la Russie sera capable, dans un délai de 6 mois, de mener une guerre locale dans un pays voisin. Dans 2 ans, elle constituera une menace pour des pays de l'OTAN et sera prête à mener une guerre régionale en mer Baltique. Dans un délai de 5 ans, nous atteindrons la capacité de mener une guerre à grande échelle sur le continent européen, si les États-Unis ne sont pas impliqués. La Russie a-t-elle vraiment à la fois la volonté politique et des forces suffisantes pour menacer l'Europe dans les années à venir? Sommes-nous en guerre? Commençons par une mise en garde. Prédire l'avenir n'est pas simple et une précision totale est presque impossible. La géopolitique n'est pas un jeu d'échecs avec un nombre de coups énorme mais fini. C'est le résultat de nombreuses aspirations différentes de divers acteurs. Il y a tellement de hasard qu'il est difficile de réaliser à quel point le monde peut changer en 5 ans. Regardons 5 ans en arrière, en février 2020, lorsque le monde entier observait avec anxiété la propagation d'un nouveau virus inconnu. Et en avril 2020, des convois militaires russes traversaient l'Italie pour apporter une aide humanitaire à la Lombardie, qui était submergée par l'épidémie de coronavirus. Nous ne pouvons pas désigner un scénario qui se produira à coup sûr, donc nous ne pouvons travailler qu'avec un éventail d'événements possibles. Plus on se projette dans l'avenir, plus cet éventail sera large et plus l'incertitude sera grande. Tout d'abord, la guerre en Ukraine n'est pas encore terminée. Les combats continuent sur le front et les négociations de paix viennent seulement de commencer. L'Europe impose de nouvelles sanctions à la Russie et annonce des paquets de soutien supplémentaires pour l'Ukraine.
On ne sait pas quand et dans quelles conditions la paix ou un cessez-le-feu seront établis. Des signaux contradictoires proviennent de l'administration du président Trump. Nous ignorons comment la Chine ou les dirigeants européens agiront, ni si les sanctions resteront ou seront levées. Par conséquent, nous n'essaierons pas de prédire ce qui va se passer ni quand, mais nous nous concentrerons sur ce que nous savons ou pouvons supposer avec un haut degré de probabilité. Quels sont les objectifs politiques de la Russie ? Quel est son potentiel militaire après 3 ans de guerre ? Et quel adversaire devra-t-elle affronter lors d'une future guerre ? Peu de citations ont été répétées, aussi souvent que la célèbre affirmation de Karl von Clausewitz, selon laquelle la guerre n'est qu'une continuation de la politique par d'autres moyens. Pourtant, bien que cette citation soit si largement reconnue que la mentionner frôle le cliché, le sens profond de cette affirmation est souvent négligé ou mal compris. Les autorités russes actuelles, quelle que soit la mauvaise opinion que nous puissions avoir d'elles, ne font pas la guerre pour la guerre. Les actions militaires sont censées servir des objectifs politiques précis. Regardons le monde du point de vue du Kremlin et réfléchissons à ces objectifs en lançant la guerre en Ukraine. Quels objectifs politiques pourrait-il viser lors d'une prochaine guerre ? Dans son discours prononcé le jour de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, Vladimir Poutine a présenté les objectifs déclarés. Parmi de nombreux slogans, il a évoqué la nécessité de la dénazification et l'arrêt du génocide que le régime de Kiev aurait prétendument commis contre les habitants du Donbass. Le président russe a accordé beaucoup d'attention à la menace que, selon lui, l'expansion vers l'est de l'Alliance de l'Atlantique Nord fait peser sur la Russie. Aujourd'hui, je considère à nouveau nécessaire de revenir sur les événements tragiques qui se déroulent dans le Donbass et sur la question clé de la garantie de la sécurité de la Russie. Je vais commencer par cela. Qu'est-ce qui nous cause une inquiétude et une peur particulières ? Ces menaces fondamentales pour notre pays qui sont créées de manière agressive et sans ménagement, étape par étape, par les politiciens occidentaux. Je fais référence à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, au rapprochement de son infrastructure militaire des frontières russes. Malgré nos protestations et préoccupations, cette expansion a continué sans relâche. La machine de guerre est en marche et, je le répète, elle s'approche de nos frontières. Après l'effondrement de l'Union soviétique et la dissolution du bloc soviétique, la Russie et sa sphère d'influence se sont réduites à leur plus petite taille depuis le XVIIIe siècle. Pendant la guerre froide, Moscou était à 1800 km de la ligne de front potentielle et Saint-Pétersbourg à 1500. Actuellement, les deux villes se trouvent respectivement à environ 600 et 130 km des frontières de l'OTAN. La Russie perçoit l'OTAN et l'ensemble du modèle occidental de contrat social comme une menace existentielle pour sa propre souveraineté. Le fait que les Ukrainiens, jusqu'à récemment considérés comme une nation sœur, abandonnent la civilisation russe au profit de l'Occident constitue un coup puissant et peut-être fatal à terme pour le régime du Kremlin. Si, dans une perspective de 10 ou 20 ans, l'Ukraine plus pauvre réussit systématiquement mieux et que la société devient plus prospère. Ce sera un signal clair pour les Russes que la faute vient du système. Par conséquent, l'objectif politique du Kremlin est de repousser l'OTAN et plus généralement les structures occidentales aussi loin que possible de ses frontières. La plaine d'Europe de l'Est, où se situent la Biélorussie et l'Ukraine, est une porte naturelle vers le cœur de la Russie. Le plan minimum consiste à soumettre la Biélorussie, ce qui a déjà été accompli, et l'Ukraine si possible. Inclure les États baltes dans sa sphère d'influence, ainsi que l'Europe centrale, y compris la Pologne. C'est de cela qu'il s'agissait dans l'ultimatum que Vladimir Poutine a adressé à l'OTAN avant l'invasion de l'Ukraine en décembre 2021. Des garanties de ne pas élargir l'alliance aux États post-soviétiques, y compris l'Ukraine, et de ne pas déployer les armes et les forces de l'alliance sur le territoire des États qui l'ont rejointe après mai 1997, principalement les pays aux frontières ouest de la Russie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Bulgarie, Roumanie, République tchèque, Slovaquie et Pologne. Les objectifs du Kremlin sont donc en contradiction évidente avec les intérêts de ces mêmes États,
qui sont traditionnellement plus faibles que la Russie. Ils veulent obtenir l'alliance défensive, que l'OTAN ne doit pas seulement étendre son parapluie au-dessus d'eux, mais aussi aller aussi loin que possible vers l'Est, repoussant ainsi la menace russe loin de leurs frontières. Lorsque les objectifs et les aspirations politiques sont contradictoires, la guerre est l'un des moyens de résolution. Nous avons déjà cité la citation la plus célèbre de Clausewitz. Prenons-en une autre, moins usée. La guerre est un acte de violence destiné à contraindre notre adversaire à accomplir notre volonté. Pour le Kremlin, la guerre sert à imposer sa volonté politique. Et comme l'ont montré 20 ans de règne de Vladimir Poutine, la Russie l'utilise bien plus souvent que l'Europe. Mais la Russie est-elle capable d'une telle guerre alors qu'en 3 ans, elle n'a pas réussi à conquérir une Ukraine bien plus faible ? Sera-t-elle capable de reconstruire ses forces armées dans un avenir proche pour menacer l'Europe ? Sortira-t-elle de la guerre en Ukraine affaiblie ou au contraire renforcée ? Clausewitz affirme encore une fois que la guerre est le domaine de l'incertitude. Les 3/4 des facteurs sur lesquels repose l'action en temps de guerre sont enveloppés dans un brouillard d'incertitude plus ou moins dense. Et en effet, nous ne disposons pas de données précises et fiables sur les pertes subies par la Russie, tant sur le front en termes d'équipement et de personnel que sur les pertes économiques causées par les sanctions et les dépenses de guerre. Nous ne pouvons nous fier qu'à des estimations. La partie ukrainienne déclare officiellement que la Russie a perdu plus de 900 000 personnes tuées et blessées et plus de 100 000 pièces d'équipement militaire au cours de 3 années de guerre, y compris plus de 10 000 chars, 20 000 véhicules blindés, 370 avions ou 28 navires. Cependant, ces données sont peu fiables, étant donné qu'elles servent des objectifs de propagande plutôt qu'informatifs. Les analyses en sources ouvertes évoquent des pertes bien moindres. Il a été visuellement confirmé que près de 20 000 pièces de divers équipements militaires ont été détruites ou endommagées, en décomposant ces données selon les différents types d'armes ou d'équipements militaires. La Russie a perdu au moins 3 800 chars, 7 700 véhicules blindés et véhicules de combat d'infanterie, 1 800 pièces d'artillerie, 136 avions, 157 hélicoptères et 28 navires. La division russe de la British Broadcasting Corporation, en coopération avec d'autres médias, a réussi à établir les noms de plus de 90 000 soldats russes morts en Ukraine. Environ 20 000 recrues viennent aussi des républiques populaires de Louhansk et de Donetsk, mais ces chiffres restent incomplets. Chaque char détruit n'a pas été photographié. Chaque avis de décès d'un soldat tombé n'est pas apparu sur Internet. On doit donc estimer que les chiffres réels sont entre ceux confirmés visuellement et les officiels, ce qui crée une large marge. Les données les plus précises, bien qu'obsolètes, proviennent probablement de documents déclassifiés des services de renseignement américains datant de décembre 2023 qui font état de 315 000 tués et blessés, ce qui représente 87% de toutes les forces russes impliquées dans l'invasion de l'Ukraine, et de 2639 chars perdus, ou plus de 10 000 véhicules de combat d'infanterie et transports de troupes blindées. Les pertes en 2024 et 2025 que ces documents ne couvrent pas étaient très probablement plus élevées en raison de l'intensification des combats, selon les estimations. À la fin de 2024, les Russes perdaient environ 1200 personnes par jour, atteignant un pic en décembre. Près de 49 000 personnes ont été tuées ou blessées au cours du mois, ce qui équivaut à 1570 personnes par jour. Ainsi, en extrapolant les chiffres de décembre 2023 aux 15 mois suivants, on obtient près de 600 000 tués et blessés, ainsi qu'environ 5 000 chars perdus ou endommagés, près de 18 000 véhicules de combat d'infanterie et transports de troupes blindées détruits, comme l'ont noté les auteurs du rapport « Les forces armées russes après l'Ukraine », publié à la mi-janvier par la Rand Corporation. Au cours de 3 années de guerre, en raison de pertes élevées, les capacités de l'armée russe à mener la guerre ont considérablement diminué. Et en même temps, l'environnement sécuritaire a évolué au détriment de la Russie, principalement en raison de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. De plus, l'armée avant 2022
n'a pas été capable de vaincre l'Ukraine par elle-même, même si cela était en grande partie dû à l'aide occidentale. La reconstruction de l'armée après la guerre ne doit donc pas seulement viser à restaurer les capacités d'avant l'invasion, mais aussi à élargir les forces armées, afin qu'elles soient capables de mener une guerre contre un adversaire plus fort que l'Ukraine. À quelle vitesse la Russie pourra-t-elle reconstruire ce qu'elle a perdu en 3 ans ? La Russie n'a clairement pas utilisé tout son potentiel de mobilisation dans la guerre contre l'Ukraine. Théoriquement, le Kremlin peut mobiliser beaucoup plus de personnes qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Cependant, il n'a pas encore décidé de le faire. À part la mobilisation partielle introduite en septembre 2022, au cours de laquelle certains réservistes ont été enrôlés de force dans l'armée, la Russie compte plutôt sur un service plus ou moins volontaire et parvient à recruter un nombre suffisant de volontaires pour compenser les pertes. Au front, il ne manque pas de candidats pour le service. Ils sont attirés par des salaires attractifs, selon les normes russes, qui pour les grades les plus bas atteignent même 200 000 roubles, soit environ 2 500 $, et des primes uniques pour rejoindre l'armée, qui peuvent atteindre jusqu'à 4 millions de roubles, soit près de 50 000 $. Selon les données fournies par le Kremlin, en 2024, 430 000 volontaires ont signé un contrat avec le ministère de la Défense, contre 300 000 l'année précédente. Il n'est pas certain que ces données soient exactes, mais il ne fait aucun doute que le niveau d'engagement volontaire est suffisamment élevé pour que la Russie puisse compenser ses pertes et maintenir jusqu'à 700 000 soldats sur le front. Le goulot d'étranglement du processus de renouvellement est la formation. Les soldats meurent au front plus vite que l'armée n'est capable d'en former de nouveaux, ce qui conduit à ce que le rapport de l'armée University Press appelle le dilemme de l'efficacité. Les renforts sont envoyés au front sans préparation adéquate, ce qui, combiné à la pression de réussite à laquelle les commandants au niveau tactique sont soumis, entraîne de lourdes pertes. Cela se traduit à son tour par un raccourcissement supplémentaire du processus de formation des volontaires suivant afin de reconstituer rapidement les effectifs des unités en première ligne, ce qui entraîne à son tour de nouvelles pertes importantes. Le recrutement volontaire suffit pour mener une guerre locale ou régionale. Une guerre à grande échelle contre l'OTAN, ou même seulement contre l'Europe, nécessiterait cependant la mobilisation d'un nombre beaucoup plus important de personnes. Cela pose de nombreux problèmes. Tout d'abord, la Russie connaît déjà une pénurie de main-d'œuvre causée par l'armée, qui aspire des centaines de milliers d'hommes du marché. La mobilisation affaiblirait encore davantage l'économie. Deuxièmement, la Russie est confrontée à un problème qui touche une grande partie du monde, une crise démographique. L'Union soviétique, juste avant son effondrement, comptait 285 millions d'habitants et le taux de fécondité était de 2,4 enfants par femme. Actuellement, la Russie compte 140 millions d'habitants et ce nombre va diminuer. Le taux de fécondité total est de 1,4 enfants par femme et l'âge moyen est supérieur à 40 ans. Les prévisions indiquent que la population du pays pourrait diminuer d'une douzaine de millions de personnes au cours des 20 prochaines années ou plus. Les opérations militaires en Ukraine, au cours desquelles des milliers de personnes ont perdu la vie, aggravent encore ce problème. Une guerre à grande échelle avec l'Europe, qui coûtera à la société russe beaucoup plus de victimes, pourrait signifier une catastrophe démographique. Et le Kremlin le comprend et essaie déjà de recruter des étrangers, non seulement des Coréens, mais aussi des citoyens du Népal ou de pays africains, ou envoyer au front des personnes moins précieuses, du point de vue des autorités comme des prisonniers, des membres de minorités ethniques, des migrants ou des citoyens des républiques populaires de Luhansk et de Donetsk. Troisièmement, le Kremlin n'a pas évité la mobilisation de masse sans raison. Le fort soutien à la guerre dans la société russe découle de nombreux facteurs, mais l'un d'eux est l'absence de mobilisation générale et la dépendance au recrutement volontaire. On ne sait pas comment les Russes réagiront lorsque, au lieu de volontaires, ce seront des conscrits qui commenceront à mourir massivement à la guerre. La première mobilisation partielle de septembre 2022 visait à enrôler environ 300 000 personnes dans l'armée. Elle a entraîné une résistance sociale par une émigration accrue et des difficultés économiques dues à la conscription de travailleurs de divers secteurs.
En 3 ans de guerre, des centaines de milliers de Russes ont participé à l'opération militaire spéciale, malgré les failles du système russe de formation et d'intégration. Ces personnes, à des degrés divers, ont appris à faire la guerre, sont devenues aguerries au combat, et se sont habituées à la vie en temps de guerre. L'expérience du combat est quelque chose qui échappe aux tentatives de la traduire en chiffres, et que les armées occidentales, habituées plutôt à des opérations contre un adversaire beaucoup plus faible, ne possèdent pas. La dernière fois que les pays de l'OTAN ont mené une guerre conventionnelle, c'était il y a plus de 20 ans lors de l'invasion de l'Irak. Cependant, ces expériences ne se traduisent pas nécessairement par une plus grande efficacité de l'armée russe, selon l'évaluation du ministère britannique de la Défense. La guerre a interrompu les tentatives de transformation de l'armée russe en force armée moderne et efficace. Elle privilégie désormais la quantité à la qualité des soldats. Les plus grandes pertes, en proportion, ont été subies par le corps des jeunes officiers et des sous-officiers expérimentés. Ainsi, ce sont précisément ces personnes qui commandent directement au combat lors d'une éventuelle nouvelle guerre, qui seront remplacées par des personnes sans expérience. 3 ans de guerre ne signifie pas non plus que chaque soldat ait 3 ans d'expérience au combat. Selon les données des renseignements américains précédemment cités, à l'automne 2023, l'armée russe aurait perdu environ 315 000 soldats, ce qui signifie que ces forces armées d'avant-guerre ont en grande partie cessé d'exister. De plus, une longue présence au front, en dehors de l'acquisition d'expérience, se traduit par une diminution des capacités de combat du soldat. Les gens ne sont pas des machines, ils ne peuvent supporter qu'une certaine durée. La conduite des opérations de combat dans les guerres antiques ou médiévales, qui étaient généralement résolues lors d'une ou de plusieurs batailles décisives, entre lesquelles les soldats faisaient plutôt face à de longues marches et à des maladies qu'à des opérations de combat. Ce problème était cependant moins significatif pendant la Première Guerre mondiale. Les Britanniques, sur la base d'observations des réalités de la guerre des tranchées, durant laquelle les hommes passaient de longues semaines dans un état de menace constante, ont élaboré une théorie selon laquelle un séjour prolongé au front amène le soldat à atteindre un point de rupture, après quoi il n'est plus apte au service. Cette observation a ensuite été confirmée par des études américaines menées pendant la Seconde Guerre mondiale, selon lesquelles la plupart des soldats atteignent le sommet de leur capacité au cours des 90 premiers jours de combat, après quoi leur efficacité diminue progressivement jusqu'à l'effondrement complet, qui survient généralement après 140 à 180 jours. Au front, rares sont ceux qui peuvent continuer à servir après avoir dépassé 200 jours, et même s'ils y parviennent, leur valeur pour l'unité est minimale. Les études américaines ne reflètent pas toujours la réalité russe. L'armée russe a une grande expérience dans l'utilisation de personnes que les Américains considéreraient comme inaptes à poursuivre le combat. Des personnes atteintes de maladies incurables, des prisonniers ou même des blessés se déplaçant avec des béquilles étaient envoyés à l'assaut. Cependant, leur capacité de combat est minimale, et après 3 ans de guerre, une partie des soldats russes pourrait ne plus être apte à mener des opérations de combat efficaces. Même selon les estimations les plus prudentes. En 3 ans de guerre, la Russie a perdu près de 5000 chars, soit plus qu'elle n'en possédait en service actif début 2022, 1800. Nous parlons de pertes confirmées visuellement. De plus, des dizaines de milliers d'autres équipements ont été détruits ou endommagés, y compris plus d'un tiers des navires de la flotte de la mer Noire. L'industrie militaire accélérée de la Russie produit intensivement de nouveaux équipements et répare ceux qui sont endommagés, mais en quantité insuffisante pour remplacer ce qui a été perdu. D'où le recours plus poussé aux entrepôts post-soviétiques ou l'utilisation plus fréquente de véhicules civils. En 2024, la Russie a pu envoyer au front 1550 chars, 5700 véhicules blindés et 450 pièces d'artillerie. Théoriquement, si elle maintenait un rythme similaire après la fin de la guerre en Ukraine, elle pourrait reconstituer ses pertes de guerre en environ 2 à 6 ans, selon le type d'équipement et les estimations des pertes. Cependant,
Il faut se rappeler que la grande majorité des machines envoyées au front sont soit des véhicules réparés, soit issus des réserves stratégiques préparées à l'époque de l'Union soviétique. Selon les estimations de décembre dernier, la Russie a conservé environ 50% de ses réserves de chars, de véhicules de combat d'infanterie et de transport de troupes blindées d'avant-guerre. Et tant que la guerre en Ukraine se poursuit, ces réserves continuent d'être utilisées. Selon diverses évaluations, ces réserves pourraient suffire pour encore 1 ou 2 ans de guerre. Après leur épuisement, la véritable capacité à reconstituer le potentiel en équipement diminuera drastiquement. La situation est similaire avec les munitions. La Russie produit actuellement 250 000 obus d'artillerie par mois et en utilise en moyenne 10 000 par jour pour maintenir l'intensité actuelle des combats. La Russie doit alors compter sur ses alliés, principalement la Corée du Nord, qui fournit jusqu'à 60% de tous les obus d'artillerie utilisés par l'armée russe, maintenant le rythme de production actuel après l'arrêt des opérations militaires. La Russie serait capable de produire environ 15 millions d'obus d'artillerie sur 5 ans, ce qui serait suffisant pour mener une guerre d'une intensité similaire à celle en Ukraine pendant un peu plus de 4 ans. Mais ça, c'est la théorie. Actuellement, il n'est pas possible d'évaluer de manière fiable à quel rythme la Russie pourra reconstituer ses stocks d'équipements et de munitions après la guerre. Beaucoup dépend des conditions dans lesquelles une paix potentielle sera conclue, du maintien ou de la levée des sanctions, et de savoir si les dépenses militaires actuelles de la Russie seront maintenues au même niveau après la guerre. Maintenir la production d'équipements en mode guerre permettra à la Russie de s'armer plus rapidement, mais d'un autre côté, cela pèsera sur l'ensemble de l'économie et détournera des milliers de personnes d'autres secteurs. De plus, le maintien d'une grande armée et d'un armement intensif suscitera une grande inquiétude dans les pays européens et augmentera leurs dépenses de défense. La quantité nominale d'équipements et de munitions produit en dit peu sur la capacité de la Russie à déclencher une nouvelle guerre sans la comparer au potentiel d'un adversaire éventuel. Comme le notent les auteurs du rapport de la société Aran déjà cité, 3 années de guerre ont entraîné à la fois une diminution de la capacité de l'armée russe à faire la guerre et une augmentation des menaces auxquelles cette armée doit répondre, en faisant principalement référence ici à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. D'autre part, la politique menée par l'administration du président Donald Trump remet en question la volonté des États-Unis de défendre leurs alliés européens. Alors, l'Europe serait-elle capable de vaincre la Russie dans une guerre hypothétique, seule, sans l'aide de la puissance américaine ? Ou, mieux encore, créer de telles capacités de dissuasion qu'une guerre ne se produirait jamais ? Le rapport des services de renseignement danois, cité au début, qui prévoit que la Russie atteindra la capacité de mener une guerre à grande échelle contre les pays européens de l'OTAN, précise que l'horizon de 5 ans n'est possible que si l'Europe ne s'arme pas à un rythme similaire. Selon l'ancien principe « si vis pacem parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. Plus les pays européens se préparent intensivement à une confrontation, moins il est probable qu'elle ait lieu. L'Europe occidentale a un potentiel économique et démographique bien plus élevé que la Russie. L'Union européenne compte 3 fois plus d'habitants que la Russie, et son produit intérieur brut est environ 10 fois supérieur. Les armées européennes comptent actuellement au total environ 15 millions de soldats, soit plus que l'armée russe, qui compte actuellement environ 13 millions de personnes. Théoriquement, l'Europe de l'Ouest, même sans le soutien des États-Unis, est bien plus puissante que la Russie, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas à craindre la Russie. Le problème de l'Europe, comme toujours, est que ce potentiel est dispersé. Il n'y a pas de centre de décision unique ni de sentiment de solidarité. La menace russe apparaît complètement différente depuis Lisbonne ou Madrid que depuis Vilnius, Tallinn ou Varsovie. Les pays situés plus loin de la Russie ne sont peut-être pas prêts à s'engager dans une guerre sanglante et épuisante pour défendre ceux qui se trouvent directement en première ligne. Ces divergences d'opinion apparaissent déjà lors des discussions sur l'envoi de soldats européens en mission de maintien de la paix en Ukraine.
et en cas de guerre à grande échelle, elles deviendront encore plus évidentes. Une autre faiblesse de l'Occident est le manque de volonté des sociétés européennes à faire la guerre. La conséquence de cela est, à son tour, le manque de réserves entraînées et des dépenses de défense relativement faibles. Ironiquement, le choc causé par la politique de Trump en Europe pourrait à long terme être positif. Les sociétés européennes, craignant d'être abandonnées par l'allié américain, finiront par accepter les coûts plus élevés de la politique de défense. La faiblesse de l'Europe réside aussi dans la saturation en équipements militaires et le potentiel de production de munitions, comme l'estime le groupe de réflexion Bruegel. Pour dissuader efficacement la Russie d'une attaque soudaine, par exemple contre les États baltes, l'Europe devrait déployer au minimum 1400 chars, 2000 véhicules de combat d'infanterie et 700 obusiers de 155 mm ou lance-roquettes. Et donc, plus que ce que possèdent actuellement réunis les forces armées de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Grande-Bretagne, les armées européennes ne disposent pas non plus de réserves de munitions adéquates. En 2025, l'Europe devrait être capable de produire environ 15 millions d'obus d'artillerie, dont la société allemande Rheinmetall est responsable à 50%. Cependant, la guerre en Ukraine montre que cela représente 2 à 3 fois trop peu pour mener une guerre à pleine intensité. Cependant, il y a quelques signes prometteurs de changements positifs qui émergent. L'Europe consacre toujours une part beaucoup plus faible de son produit intérieur brut à l'armement que la Russie, mais ses dépenses augmentent constamment depuis 2015 avec une hausse de près de 20% l'année dernière. Le nombre de membres de l'OTAN ayant atteint le seuil de 2% du produit intérieur brut consacré à la défense est passé de 3 en 2014 à 23. 10 ans plus tard, la part des dépenses consacrées à l'armement par rapport aux autres coûts a également augmenté, parfois de façon très spectaculaire. À ce stade, il convient également de rappeler la récente déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, concernant l'investissement de 800 milliards d'euros dans la défense européenne. Plus tôt, la Pologne avait déjà commencé d'énormes dépenses en armement, mettant en œuvre un programme très coûteux de modernisation de son armée. De plus en plus d'éléments indiquent que Friedrich Merz, l'Allemagne, prévoit également une reconstruction approfondie de ses capacités. Une sorte d'éléphant dans la pièce. Pour les Russes. Un facteur qui ne peut pas être omis lorsqu'on spécule sur une éventuelle offensive russe contre l'Europe est clairement l'Ukraine. Ce pays est ensanglanté et gravement endommagé, mais il possède toujours l'armée la plus nombreuse et la plus puissante d'Europe après celle de la Russie. Le Kremlin ne peut pas ignorer cela dans ses plans. Une confrontation possible avec l'Occident peut être perçue à Kiev comme une fenêtre d'opportunité, comme une chance de récupérer ce qu'elle a perdu depuis 2014. En d'autres termes, sans pacifier définitivement l'Ukraine, une attaque contre un autre pays comporte un double risque, même si Kiev est contrainte de faire certaines concessions. Désormais, il est clair qu'elle attendra un moment de revanche. C'est pourquoi il est si important que l'Ukraine reste une alliée de l'Occident et qu'on n'autorise pas la Russie à la contrôler. Si quelqu'un pense qu'après ces 3 années, l'Ukraine ne retombera jamais sous l'influence de Moscou, la Tchétchénie sert de rappel à cet égard. Le pays a mené 2 guerres sanglantes pour son indépendance vis-à-vis de la Russie et est actuellement l'un des vassaux les plus fidèles du Kremlin. Si le Kremlin parvient à installer un gouvernement fantoche à Kiev, sans résistance des États-Unis et de l'Europe, alors le plus grand obstacle à une invasion potentielle de l'Occident sera levé. Par défaut, ce fait n'est certainement pas dans l'intérêt des Américains. Cependant, aucun scénario ne doit être écarté, y compris ce que l'on appelle la manœuvre Nixon inversée, qui consisterait à renverser l'alliance russo-chinoise de manière à attirer Moscou à soi et à la retourner contre Pékin. Comme avec les Soviétiques et les Chinois dans les années 1970, peut-être que Trump est prêt à donner l'Ukraine à la Russie en échange du soutien ou de la neutralité du Kremlin dans la confrontation américano-chinoise. Mais il ne voudrait pas forcément créer une autre puissance dans la région eurasiatique, ce que la Russie deviendrait sans aucun doute après avoir soumis l'Europe occidentale. Évaluer la préparation de la Russie à une nouvelle guerre est, comme nous pouvons le constater,
problématique. Trop de variables doivent être prises en compte pour établir un diagnostic précis. Cependant, il ne fait aucun doute que la Russie est actuellement un État hostile à l'Occident. Ses objectifs politiques contredisent souvent les aspirations des pays européens et de l'OTAN. Et dans le cas des pays dits du flanc oriental, il représente même une menace existentielle. Il est aussi largement admis que la Russie voit la guerre comme un simple outil de sa politique internationale. Si le Kremlin estime que l'action militaire offre une voie viable pour imposer son agenda politique, il n'hésitera pas à recourir à cette option. Aucune recette sûre n'existe pour écarter cette menace. On peut cependant s'y préparer en se référant à Clausewitz une dernière fois. Le conquérant est toujours un amateur de paix, comme Bonaparte l'a toujours affirmé à son propre sujet. Il aimerait faire son entrée dans notre État sans opposition. Pour empêcher cela, nous devons choisir la guerre et donc aussi nous préparer. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce sont justement les faibles ou ceux qui doivent se défendre qui devraient toujours être armés afin de ne pas être pris par surprise. Ainsi en a décidé l'art de la guerre. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, cependant nous pouvons nous préparer à divers scénarios, y compris et surtout au pire.